Je regardais juste en l'air vers la foule, et il a jailli vers ma tête à 60 centimètres. Et j'ai juste fait comme ça, comme pour chasser une mouche. Imaginez la scène. Une arène comble bourdonnant d'énergie, remplie de champions de karaté, de journalistes et de spectateurs curieux. Nous sommes en 1967, et peu d'Occidentaux ont jamais vu le kung-fu en combat réel. Un jeune Bruce Lee entre sous les projecteurs au Long Beach International Karate Tournament. Il commence par des démonstrations ludiques, des pompes équilibrées sur 2 doigts, des coups de pied fulgurants, et des mouvements trop rapides pour l'œil nu. Puis vient le défi dont on se souviendra pendant des générations. Un combat qui ne dure que quelques secondes, mais qui réécrit l'histoire des arts martiaux. Son affrontement record contre le champion Victor Moore changea le karaté pour toujours. Avant la lumière des projecteurs. Avant que Bruce Lee ne devienne une icône mondiale, il n'était qu'un jeune homme cherchant à faire ses preuves dans un monde qui ne connaissait pas encore son nom. Né à San Francisco en 1940 mais élevé dans les rues animées de Hong Kong, Bruce grandit dans une culture où les arts martiaux étaient bien plus qu'un sport. Ils étaient survie, discipline et identité, un ancrage vital dans une ville qui menaçait de l'écraser. Adolescent, Bruce se retrouvait constamment dans des bagarres de rue. Il était rapide, audacieux et intrépide, mais il avait besoin d'une direction. Cette direction vint quand il commença à s'entraîner au Wing Chun Kung Fu sous la tutelle du légendaire Ip Man. Le Wing Chun était différent des styles de combat flamboyants vus dans l'opéra chinois. Il était à courte portée, pratique et conçu pour le combat réel. Bruce en absorba les leçons rapidement. Garder le mouvement simple, attaquer directement, et ne jamais gaspiller d'énergie. Mais même alors, il ne pouvait s'empêcher de poser des questions. Pourquoi bloquer d'une façon quand une autre pourrait être plus rapide? Pourquoi se limiter à un seul style quand chaque technique a quelque chose à enseigner? Au moment où Bruce retourna aux États-Unis à la fin des années 1950, il portait bien plus que des connaissances martiales. Il avait une curiosité insatiable et une détermination à prouver que le kung-fu n'était pas juste une ancienne tradition. C'était un système de combat vivant et respirant. À Seattle, il ouvrit une petite école d'arts martiaux. Plus tard à Oakland et Los Angeles, ces écoles se développèrent. Il entraîna des élèves de tous horizons, des boxeurs, des pratiquants de karaté, et même des acteurs d'Hollywood qui voulaient apprendre ses méthodes. Sa philosophie se formait déjà. Les arts martiaux devaient s'adapter, évoluer et couler, non pas être enfermés dans des schémas rigides. Pourtant, le monde des arts martiaux en Amérique n'était pas convaincu. Le karaté était en plein essor. Le judo était respecté. Et la boxe avait sa place bien établie dans les sports de combat. Mais le kung-fu, pour beaucoup, sonnait exotique, mystérieux, et peut-être même peu pratique. Les gens se demandaient si ce jeune homme mince et énergique pouvait vraiment tenir tête aux champions de karaté de l'époque. C'est pourquoi les tournois devinrent le terrain d'épreuve de Bruce. Ce n'était pas une question de trophée ou de médaille. Il s'agissait de montrer devant des publics combles et des experts sceptiques ce qu'il était vraiment capable de faire. Sa première grande percée vint en 1964 au Long Beach International Karate Tournament, où il stupéfia la foule avec son coup de poing d'1 pouce et ses frappes en rafale éclair. Mais 3 ans plus tard, en 1967, il revint à Long Beach. Il était plus affûté, plus rapide, et prêt à montrer un côté de lui-même qui allait changer l'histoire du combat pour toujours. Le Long Beach Karate Tournament de 1967. À l'été 1967, Bruce Lee n'était plus juste un visage curieux dans la foule. Il avait déjà laissé une impression à Long Beach 3 ans plus tôt, mais maintenant il revenait au même tournoi avec un objectif précis. La communauté des arts martiaux était devenue sceptique quant à la praticité du kung-fu. Le karaté dominait la scène américaine. Le judo avait le prestige olympique et la boxe était solidement établie comme le roi des sports de combat. La question qui bourdonnait dans l'arène était simple. Bruce Lee pouvait-il prouver que le kung-fu n'était pas juste de la performance, mais du vrai combat? Le tournoi lui-même débordait de talent. Des champions comme Chuck Norris, Mike Stone et Joe Louis étaient présents. Ces hommes étaient des noms connus dans le monde du karaté, et ils étaient déjà réputés pour des performances records dans des tournois à travers le pays. Si Bruce trébuche ici devant de tels champions légendaires, sa réputation pourrait ne jamais s'en remettre. Mais Bruce n'arriva pas timide ou hésitant. Il commença par des démonstrations de force et de contrôle. D'abord vint ses célèbres pompes sur 2 doigts. Avec son corps parfaitement aligné et ses doigts droits comme des barres, il se baissa jusqu'au sol et se releva, équilibré entièrement sur 2 doigts. Des souffles coupés traversèrent le public. Même les artistes martiaux chevronnés étaient stupéfaits. Ce n'était pas un tour de cirque.
C'était la preuve d'une puissance fonctionnelle brute construite par des années de discipline. Mais il n'en avait pas fini. Il se banda les yeux et invita son élève Tak Kimura sur scène. Ce qui suivit fut une leçon magistrale de contrôle. Kimura lança des coups de poing et des coups de pied. Bruce les intercepta avec aisance et glissa devant les attaques comme s'il pouvait les sentir avant qu'elles n'arrivent. Pour la foule, c'était déconcertant. Comment quelqu'un pouvait-il se battre efficacement sans la vue? Pour Bruce, c'était la preuve que la maîtrise était une question d'instinct, de timing et d'adaptabilité, pas de forme rigide. À mesure que les démonstrations continuaient, le bourdonnement dans la foule grandissait. Ce jeune homme était-il vraiment aussi inarrêtable qu'il le semblait? Les champions de karaté dans le public se penchaient vers l'avant, attendant le moment où Bruce ferait face à quelqu'un de son niveau. Et c'est alors qu'une nouvelle figure monta sur scène. Victor Moore. Vic était un quadruple champion du monde de karaté et ceinture noire du 10e degré. Il n'était pas juste respecté, il était redouté. Moore avait bâti sa réputation dans les arènes les plus dures, battant certains des meilleurs combattants du monde. Si quelqu'un pouvait exposer Bruce Lee, c'était lui. Ce qui se passa ensuite serait mémorable à jamais. Le légendaire défi de vitesse avec Vic Moore. Quand Vic Moore s'avança au Long Beach International Karate Tournament de 1967, l'atmosphère changea. Moore n'était pas juste un autre compétiteur. Il était quadruple champion du monde de karaté, ceinture noire du 10e degré, et un combattant avec un palmarès qui faisait de lui l'un des hommes les plus respectés de l'histoire des arts martiaux. Si Bruce Lee n'était qu'un artiste flamboyant, Moore était l'homme pour le prouver. La foule était sur le point d'assister à un combat qui pourrait décider de la crédibilité de Bruce pour toujours. Bruce expliqua les règles calmement. Il lancerait un coup de poing. Si Vic Moore pouvait seulement toucher sa main en arrivant, Bruce admettrait la défaite. Pas de chaos nécessaire et pas de combat prolongé, juste un toucher. Ça peut sembler simple. Après tout, chaque combattant entraîné pratique le blocage de frappe. Mais le test n'était pas une question de force. C'était une question de vitesse. Une vitesse à un niveau que la plupart n'avaient jamais vu. Quand Bruce prit sa position, il bougea à peine. Puis, en un éclair, son poing jaillit comme la foudre, s'arrêtant juste avant le visage de Moore. Le coup était venu et reparti avant que Moore puisse même réagir. Des souffles s'échappèrent du public. Bruce se remit en position et essaya à nouveau, même résultat. La main de Moore ne quitta jamais sa garde. Elle était figée en place par l'impossibilité du défi. Bruce le répéta encore et à chaque fois sa main glissa à travers les défenses de Moore. Les images réelles de ce moment, préservées après toutes ces années, restent l'un des témoignages les plus convaincants des capacités de Bruce. Même au ralenti, la caméra peine à suivre son mouvement. Ses frappes étaient trop rapides pour que l'œil humain les suive. Ce dont le public fut témoin en quelques secondes a été étudié par des artistes martiaux pendant des décennies. Aujourd'hui, des années plus tard, Vic Moore prétend avoir réussi à bloquer certains de ses coups et même à en placer quelques-uns. Mais voilà le problème. Aucune autre image ni aucun témoin oculaire n'a jamais confirmé cette version des faits. Des centaines de spectateurs, dont des champions de karaté comme Chuck Norris et Joe Louis, virent la même chose. Le champion du monde était incapable de toucher Bruce Lee. Pour beaucoup, le débat s'arrêta là. Ce qui rend ce défi légendaire n'est pas juste le résultat, ce sont ses implications. Dans l'histoire des arts martiaux, les tournois portaient souvent sur des points, des frappes mesurées et des techniques contrôlées. Bruce, lui, n'était pas intéressé par les points. Il voulait montrer à quoi ressemblait vraiment le combat. Sa philosophie était simple. Intercepter l'attaque avant même qu'elle n'arrive. Ce principe devint le cœur de son propre style d'arts martiaux, le Jeet Kune Do, qui se traduit littéralement par la voie du point intercepteur. Et intercepté, il le fit. Les défenses de Moore avaient été aiguisées par des années de tournois de karaté, mais elles n'étaient pas suffisantes face à la vitesse record de Bruce. Ce n'était pas une question de force brute ou de taille. Bruce était plus petit et plus léger. C'était une question de timing, de précision et de réflexe si aiguisé qu'au moment où un adversaire pensait à bouger, Bruce était déjà là. La foule au Long Beach repartit sans aucun doute. Elle avait vu quelque chose d'inoubliable. C'était un combat qui dura seulement quelques secondes, mais qui réécrivit ce que les artistes martiaux croyaient possible. Les images de Bruce Lee dépassant un champion du monde restent l'un des clips les plus rares et les plus légendaires de l'histoire des arts martiaux. C'est le moment qui transforma Bruce d'une étoile montante en un champion indéniable. Le coup de poing d'un pouce et au-delà. La vitesse seule ne fait pas la grandeur d'un combattant. Après tout,
À quoi bon être le plus rapide de la salle si votre frappe ne peut faire aucun dégât? Bruce Lee le savait, et c'est pourquoi il travaillait sans relâche pour combiner la vitesse à une puissance record. Son exemple le plus célèbre, le coup de poing d'un pouce, était un spectacle qui déconcerte encore les publics aujourd'hui. Au tournoi de Long Beach, après avoir stupéfié la foule avec son duel contre Vic Moore, Bruce se tourna vers une démonstration qui semblait presque impossible. Il se plaça devant un grand volontaire, posa son poing à juste 1 centimètre de la poitrine de l'homme, et l'avertit de se préparer. Puis, avec un mouvement court et explosif, Bruce délivra un coup qui envoya l'homme voler plusieurs mètres en arrière, s'écrasant sur les spectateurs. La foule s'emballa. Même quand les images sont ralenties, on peut voir que le corps de Bruce bouge à peine. Pourtant, la force est indéniable. Comment y parvenait-il? Ce n'était pas de la magie. C'était de la biomécanique. Bruce avait étudié comment générer une force maximale avec un mouvement minimal. Il entraîna ses fibres musculaires à contraction rapide sans relâche et développa la capacité d'exploser sur commande. Il utilisait ses hanches, ses épaules et ses jambes en parfaite harmonie, canalisant l'énergie à travers tout son corps et dans son poing en une fraction de seconde. Il emprunta même des concepts à l'escrime, traitant le coup de poing comme une botte d'épée, précise, directe et inarrêtable. C'était différent de ce que la plupart des combattants en karaté ou en boxe pratiquaient à l'époque. En boxe, la main forte est gardée en arrière pour délivrer des croisés ou des crochets chargés de puissance. Bruce renversa cette idée. Il fit de sa main avant l'arme, rapide, précise et étonnamment puissante. C'était une façon de penser le combat à l'envers, et cela lui donnait un avantage que personne ne pouvait anticiper. Le coup de poing d'un pouce n'était pas juste du spectacle. Il prouvait qu'une force dévastatrice pouvait venir de l'économie du mouvement. Pas d'énergie gaspillée, pas de grand élan, juste une pure efficacité. C'était la philosophie de Bruce. Se battre plus intelligemment, pas plus durement. Et tandis que les champions de karaté s'appuyaient sur des katas bien répétés et que les boxeurs s'entraînaient à des combinaisons pour submerger leurs adversaires, Bruce montrait qu'une seule frappe lancée avec un timing parfait pouvait terminer un combat en quelques secondes. La science moderne confirma plus tard la puissance derrière cette technique. Des études sur les boxeurs ont montré que les coups de poing peuvent générer plus de 450 kg de force. Le coup de poing d'un pouce de Bruce, bien que jamais mesuré dans des conditions de laboratoire, fut estimé par des experts comme rivalisant voire dépassant ces chiffres malgré la distance infime. Pas étonnant que ces démonstrations soient devenues légendaires. Mais voici le point le plus profond. Pour Bruce, le coup de poing était bien plus qu'un tour. Il symbolisait sa conviction que les arts martiaux devaient être axés sur l'efficacité, pas sur la tradition. Pourquoi gaspiller du temps sur des mouvements élaborés si une frappe directe pouvait terminer le combat? Cette façon de penser allait former le socle du Jeet Kune Do, la philosophie d'arts martiaux qu'il était sur le point de dévoiler au monde. La naissance du Jeet Kune Do. La vitesse et la puissance de Bruce Lee étaient époustouflantes. Mais il n'a jamais voulu être mémorisé uniquement pour des coups flamboyants ou des exploits records. Pour lui, le combat n'était que la surface. Ce qui importait le plus, c'était la philosophie en dessous. Il croyait que les arts martiaux devaient évoluer au-delà des styles et des traditions rigides. Cette conviction devint la graine du Jeet Kune Do, un système qui allait changer le combat pour toujours. À l'époque, le karaté, le judo et le kung-fu étaient souvent enseignés avec des règles strictes. Les pratiquants répétaient des katas, mémorisaient des formes, et restaient fidèles à leur style choisi. Bruce respectait la tradition, mais il en voyait aussi les limites. Et si un mouvement était magnifique à l'entraînement mais échouait dans un vrai combat? Pourquoi se limiter à une école de pensée quand le monde offre d'innombrables techniques? Il était direct à ce sujet. Absorbe ce qui est utile, rejette ce qui ne l'est pas, et ajoute ce qui t'est propre. Le Jeet Kune Do, ou la voie du point intercepteur, était sa réponse. Au lieu d'être lié à un seul style d'arts martiaux, Bruce encourageait les combattants à emprunter, à adapter et à personnaliser. Du Wing Chun, il garda les coups de chaîne et les blocages d'interception. De la boxe, il prit le jeu de jambes et le rythme. De l'escrime, il absorba l'idée de botte directe. Du judo et de la lutte, il apprit le contrôle et l'effet de levier. Il assembla tout cela en quelque chose de nouveau, une méthode de combat qui valorisait la liberté plutôt que la forme. Mais le Jeet Kune Do n'était pas juste un combat physique. C'était aussi mental. Bruce disait souvent que le plus grand adversaire n'était pas la personne en face de vous. C'était vous-même. Le doute, la peur, la colère et la rigidité. Voilà les vrais ennemis.
Sa célèbre histoire de la tasse vide expliquait cela le mieux. Si votre esprit est déjà plein d'idées fixes, vous ne pouvez rien recevoir de nouveau. Pour vraiment grandir, vous devez d'abord vider la tasse. C'est là qu'intervient sa métaphore la plus célèbre. L'eau. Soyez comme l'eau. Coulez quand vous en avez besoin, déferlez quand vous le devez. Ne résistez pas et ne vous accrochez pas à la forme. Adaptez-vous à ce que vous affrontez, que ce soit en combat ou dans la vie. Cet état d'esprit était révolutionnaire à l'époque. Pour beaucoup d'artistes martiaux, cela ressemblait presque à de l'hérésie. Mais Bruce n'avait pas peur de la controverse. Il traçait un chemin qui inspirerait des combattants pendant des générations. Les démonstrations de sparring. L'une des choses les plus fascinantes dans l'héritage de Bruce Lee est le peu d'images réelles de combat qui existent. La plupart de ce que les gens savent vient de films, d'histoires ou de démonstrations. C'est pourquoi les rares clips du Long Beach International Karate Tournament de 1967 sont si précieux. Ils ne montrent pas juste un artiste martial qui performe. Ils montrent Bruce Lee en combat. Dans les images, Bruce est facile à repérer. Il porte une sangle blanche dans le dos pour se distinguer de son élève adversaire. L'élève ouvre avec un coup de pied latéral tranchant, un coup qui pourrait renverser la plupart des combattants, mais Bruce l'intercepte instantanément. Ce n'était pas une coïncidence. C'était le cœur du Jeet Kune Do. Tout l'enjeu était d'arrêter une attaque avant qu'elle ait une chance d'atterrir, et Bruce le faisait paraître sans effort. L'élève avança avec une rafale de coups de pied, mais Bruce glissa devant, se déplaçant juste assez pour neutraliser les frappes. Puis vint une volée de coups de poing visant le visage de Bruce. La foule s'attendait à ce qu'il bloque ou recule, mais au lieu de ça, Bruce contra avec 2 coups de poing fulgurants de sa propre initiative. Ils atterrirent proprement et son adversaire vacilla en arrière. Ce qui suivit était encore plus révélateur. L'élève essaya à nouveau, cette fois en mélangeant feinte et coup droit, mais Bruce était prêt. Il bloqua, puis dirigea un puissant coup de jeter des coups de pied, frappé à la vitesse de l'éclair, et s'adapter sans effort aux attaques de ses élèves. Des années plus tard, beaucoup de ces hommes reconnurent que Bruce avait eu une profonde influence sur leur façon de s'entraîner et de se battre. Joe Louis, souvent appelé le père du kickboxing américain, crédita plus tard Bruce de l'avoir aidé à développer des stratégies combinant karaté et boxe. Chuck Norris, qui allait devenir 6 fois champion du monde, s'entraîna avec Bruce en privé et incorpora des parties de sa philosophie dans son propre enseignement. Même Mike Stone, connu pour son style de karaté agressif, parla de l'impact des idées de Bruce sur la fusion de l'efficacité avec la tradition. Mais l'influence de Bruce alla bien au-delà des combattants individuels. Il ouvrit également la voie aux arts martiaux mixtes. Son idée d'emprunter à chaque style, de prendre le meilleur de la boxe, du judo, de la lutte, de l'escrime et du kung-fu, était révolutionnaire dans les années 1960. Aujourd'hui, c'est le fondement de l'UFC et du MMA moderne. Les combattants s'entraînent dans plusieurs disciplines parce qu'ils savent que la spécialisation ne suffit pas. Ce concept vint directement du Jeet Kune Do de Bruce Lee. Et puis il y a sa philosophie, la partie qui atteignit bien au-delà du ring. Soyez comme l'eau, mon ami. Ce n'était pas juste une phrase accrocheuse. C'était une façon de vivre. Bruce enseignait qu'un combattant, comme l'eau, devait s'adapter à n'importe quelle forme, couler dans n'importe quelle ouverture, et ne jamais s'accrocher à la forme. En combat, cela signifiait rester imprévisible. Dans la vie, cela signifiait embrasser le changement au lieu d'y résister. Cette leçon résonna avec des athlètes, des acteurs, des chefs d'entreprise et des gens ordinaires qui voyaient en Bruce un modèle de flexibilité et de résilience. Le combat de Long Beach, qui ne dura que quelques secondes, devint un symbole. Il montra que les arts martiaux n'étaient pas une question de mémorisation du plus grand nombre de mouvements. C'était une question de qui pouvait penser, s'adapter et frapper quand ça comptait. De cette façon, Bruce devint bien plus qu'un champion. Il devint un enseignant pour quiconque voulait maîtriser à la fois le combat et lui-même. Et c'est pourquoi des décennies plus tard, on revient encore à ce légendaire tournoi, à ces rares secondes d'images réelles, pour se souvenir de l'homme dont l'influence durera pour toujours. Le combat de Bruce Lee à Long Beach sera toujours mémorisé. Il était rapide et choquant, oui, mais il symbolisait aussi la liberté. La liberté vis-à-vis des styles rigides, la liberté du doute, la liberté de devenir quelque chose de plus grand. Et c'est pourquoi même des décennies après sa disparition, Bruce Lee reste ce qu'il était cette nuit-là, un champion. Le légendaire combat de Bruce Lee à Long Beach n'a duré que quelques secondes, mais il a changé les arts martiaux pour toujours. Selon vous, quelle était sa plus grande influence, la vitesse, la puissance ou la philosophie ?
Partagez vos pensées avec nous dans les commentaires. On aimerait vraiment vous lire. Et n'oubliez pas de vous abonner à Vision Claire pour ne rien manquer de nos prochaines vidéos.